Alors aujourd'hui, bienvenue sur la nouvelle session. Alors on va avoir une session un peu particulière. On va recevoir les startups de la Green Tech Innovation. Alors avec moi, j'ai Jeanne qui anime ce réseau. On hésitait entre école maternelle et accompagnement professionnel. Donc, alors Jeanne, c'est quoi la Green Tech Innovation ? Alors bonjour, Jeanne de Villers de la Green Tech Innovation. La Green Tech Innovation, c'est une initiative des ministères de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique. Et donc le but, c'est de supporter l'innovation verte dans le territoire. Et donc on donne un label, le label Green Tech Innovation. Et donc on a aujourd'hui 255 startups qui ont reçu le label Green Tech Innovation et à qui on donne, en plus de la visibilité, un accompagnement pour développer la transition écologique sur le territoire. D'accord, eh bien écoute, tu vas nous présenter ces différentes startups. Merci beaucoup Jeanne. Startup de la Green Tech Innovation. Donc je vais recevoir Pauline, qui est l'entreprise Citowi. Alors vas-y Citowi, tu nous parles. C'est quoi Citowi ? Oui, Citowi, alors aujourd'hui c'est un outil d'aide à la décision pour les foncières et les bailleurs pour pouvoir en fait optimiser tous leurs plans de CAPEX et d'OPEX, d'investissement et de maintenance, en accroissant donc la durabilité, la résilience de leur parc et en améliorant toutes leurs performances environnementales. Donc aujourd'hui on va travailler par exemple pour des bailleurs sociaux, Immobilière 3F, mais aussi des grands groupes, des directions immobilières, des collectivités, des villes par exemple, et puis des foncières. Et donc tout l'objectif c'est de pouvoir les aider à arbitrer sur l'optimisation du plan de travaux, pour avoir à la fois plus de rentabilité, puisque anticiper, faire de la maintenance prédictive c'est beaucoup moins cher, jusqu'à 35%, et en même temps allonger la durée de vie, ça permet de réduire l'empreinte carbone, réduire la consommation énergétique, réduire les déchets, consommer moins de matières premières. Donc on améliore aussi toutes les performances ESG à côté. D'accord, à l'heure de la sobriété, c'est beaucoup plus qu'évident, mais alors le modèle économique, c'est quoi ? Ce sont des moyens ? C'est un Non, oui, complètement. Alors nous, on va travailler, on va vendre un modèle SaaS, on vend vraiment un outil d'aide à la décision et on facture au nombre de mètres carrés, au nombre de bâtiments sur la plateforme. Donc tout dépend en fait du parc de nos clients. Alors, l'entreprise, elle existe depuis combien de temps ? Elle est Alors l'entreprise existe depuis 4 ans. Moi à la base je suis architecte de profession et puis en fait j'ai eu envie de savoir comment allaient vieillir, comment allaient être résilients les actifs que j'étais en train de concevoir. Et donc je suis retournée à l'école des ponts et chaussées il y a 5 ans pour faire un master qui m'a permis de développer ce projet de recherche-là et puis de lancer l'entreprise par la suite. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les bâtiments sont énergivores, on fait la chasse à la pollution lumineuse, on fait la chasse aux fenêtres ouvertes, à l'énergie. Donc tous ces éléments qui sont ce qu'on appelle du smart bâtiment, donc la gestion avec des opérateurs. Donc cette solution SaaS, elle rentre un peu dans la transition de l'amélioration des plateaux de bureaux. Est-ce qu'elle rentre dans des milieux industriels ? Oui, complètement. Alors aujourd'hui on travaille sur du résidentiel, du tertiaire et de la logistique. Oui. Et toute l'idée c'est de pouvoir améliorer en fait l'existant, le patrimoine existant, pour pouvoir à la fois améliorer sa rentabilité dans son exploitation, mais aussi qu'il consomme moins d'énergie, qu'il produise moins de carbone et qu'il soit beaucoup plus résilient aussi sur le climat. Là par exemple on travaille sur les vagues de chaleur. Donc les vagues de chaleur, donc globalement, pour bien situer, ça correspond à quoi ? C'est les flux énergétiques d'un bâtiment ? Alors non, par exemple les vagues de chaleur, c'est-à-dire dans le contexte aujourd'hui de réchauffement climatique, on a des tas d'actifs qui sont impactés par ce qui s'est passé cet été, une vague de chaleur par exemple, et à savoir est-ce que mon actif va être résilient face au changement climatique ? Est-ce qu'en fait c'est juste une semaine par mois où il est impraticable, où je perds en productivité et du coup c'est pas très grave ? Ou est-ce que c'est 2 mois et là il faut que je fasse quelque chose de mon plan de travaux ? Qu'est-ce que je fais ? Quelles sont les opérations à mettre en place ? Combien ça me coûte ? Est-ce que je suis à l'équilibre ? Est-ce que ça vaut le coup ? D'accord. Bien Pauline, merci beaucoup. Merci. Et puis on va te retrouver, on va suivre très très rapidement Citowi. Merci. Merci, au revoir. Alors deuxième start-up donc de la Green Tech Innovation. Donc j'ai le plaisir de recevoir Geneviève Marais qui va nous expliquer un petit peu la démarche de son entreprise. Donc alors Aquatech Innovation, on parle de l'eau bien évidemment. Mais c'est quoi l'innovation dans l'eau ? Alors en fait, nous, notre sujet à nous, c'est le traitement des eaux usées. Traitement des eaux usées produites par l'homme spécifiquement, donc tous les déchets de l'homme dans une maison, c'est la cuisine, la salle de bain, les sanitaires. Et notre enjeu à nous est d'apporter une solution pour les territoires qui sont complexes. Un territoire complexe, c'est là où les solutions traditionnelles ne vont pas s'adapter. Donc notre enjeu à nous va être d'apporter une solution de collecte, aller chercher l'effluent, l'eau usée là où elle se trouve. Si c'est sur un port, ça va être à bord d'un bateau. Si c'est dans un camping par exemple, ça va être au pied de chaque hébergement. Après la collecte, on va avoir l'enjeu du traitement. Si on ne peut pas se raccorder au réseau de ville, on va donc traiter sur place.
Et à partir de là, on va pouvoir mettre aussi en place des solutions de reuse qui va consister à faire un nouvel usage de cette eau qui a été usée après traitement pour éviter de la gaspiller et de faire donc des économies d'eau. Alors on parle beaucoup justement de la gestion des flux, les flux énergétiques, on parle bien sûr de l'énergie, mais l'eau est une ressource de plus en plus complexe. Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette ressource est une ressource rare, donc les opérateurs sont sommés, non plus recommandés, sommés de pouvoir gérer cette eau. Donc c'est une des grandes missions de Denis Thiriot, maire de Nevers, qui est un acteur défenseur de l'énergie, de l'eau. Comment on arrive à développer un modèle économique? C'est quoi? Ce sont les collectivités qui sont les récipiendaires de ce genre de démarche? Alors maintenant, pas seulement la collectivité bien sûr, mais si on prend le monde de l'hôtellerie de plein air par exemple, c'est l'un des très gros consommateurs sur les territoires. Ils ont des activités qui pour les touristes ont besoin de beaucoup d'eau, donc forcément beaucoup d'eau usée. Et l'enjeu va être de répondre à des solutions pour ces professionnels qui ont des activités situées dans des lieux complexes, puisque toujours des lieux un peu paradisiaques, oui. Bien sûr, donc isolés, et où ils vont avoir des grosses infrastructures. Les gros campings 4-5 étoiles ont toujours des très gros bassins aquatiques. Donc l'enjeu de l'eau recyclée est une véritable solution qu'il faut absolument développer, qui est un enjeu très important en France. Juste pour rappel, la France aujourd'hui, nous recyclons 1% seulement de nos eaux usées. Si on regarde nos pays voisins comme l'Italie, l'Espagne, on est à 8 et 15%. Donc on voit qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Alors en effet, on parle de l'hôtellerie de plein air, mais surtout la difficulté de l'hôtellerie de plein air, c'est bien sûr des lieux isolés la plupart du temps, et puis c'est surtout des infrastructures qui ne sont pas dimensionnées, puisque ce sont des points privatifs qui s'implantent sur des territoires. Les territoires n'ont pas envie forcément de financer des grosses infrastructures pour être utilisées que 2 mois ou 3 mois par an, ce qui rend la difficulté. Donc des grands opérateurs comme Utopia, comme je suis en train de chercher le troisième, Yellow, etc. Donc tous ces opérateurs ont une vraie conscience de leur impact sur la consommation et le traitement des lots. C'est leur sujet. La start-up est implantée à Montpellier. Donc l'Occitanie est un territoire qui est aussi concerné par la pression hydrique. Et on a des territoires où les campings ont pour objectif pour 2023 de réduire de plus de 20% la consommation d'eau. C'est pas 5, c'est 20%. 20% pour ça demande des vraies solutions qu'il faut mettre sur les campings pour que ça agisse directement. Eh bien, merci beaucoup Geneviève de cette passion, et puis on va économiser l'eau, alors on va faire attention. Alors, troisième start-up à recevoir donc, dans le cadre de Green Tech Innovation. Donc là, j'ai le plaisir de recevoir Clément. Alors Clément qui va nous parler en fait, de son entreprise, donc de Terranis, l'aménagement du territoire. Alors, comment une start-up peut se positionner sur l'aménagement du territoire? Eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est une solution pour suivre et cartographier le végétal et le patrimoine végétal des villes, des collectivités, notamment en milieu urbain. Et pour cela, on utilise l'imagerie satellitaire, particulièrement, ou aéroportée, et on la croise, on la valorise avec d'autres sources de données qui sont souvent issues de l'open data des villes ou de l'open data français. Donc typiquement des données de l'INSEE, d'OpenStreetMap et différents fournisseurs de données. Donc notre solution s'appelle Green City, c'est un service, c'est une plateforme web que tout un chacun peut consulter via un Explorer web classique, et elle présente l'ensemble des données qu'on produit et des indicateurs, surtout des indicateurs métiers qu'on produit à partir de ces données. Alors qui sont les demandeurs de cette solution? Ce sont les collectivités, ce sont les opérateurs fonciers, ce sont les aménageurs de territoire. Donc, alors, quelle est la source qui est le demandeur? On s'adresse particulièrement aux gestionnaires d'espaces verts dans les collectivités et aux élus qui les accompagnent, donc aux directions des espaces verts, qui sont souvent appuyés par la direction des services d'information géographique, et en fonction de la modalité qu'on utilise, les élus sont généralement très intéressés parce qu'on produit des fiches synthétiques qui font un reporting assez clair et synthétique de la situation. Voilà. On essaie de préserver au maximum les espaces verts. Moi qui suis angevin, donc on est la ville où il fait le plus agréable à vivre, les plus d'espaces verts. J'ai déjà entendu ça. Voilà. J'ai déjà entendu ça. C'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance, et encore aujourd'hui, encore plus avec ce réchauffement climatique, on a besoin d'avoir des protections. Alors comment vous positionnez-vous pour Tout à fait. pouvoir optimiser ça? Nous, notre solution, l'idée, c'est pas simplement de produire une donnée sur la végétation, mais c'est avant tout de produire des indicateurs qui parlent aux gens du métier, et donc sur des thématiques qui vont répondre à leurs questionnements sur des thématiques. Alors typiquement, quand on parle de végétation, l'important, c'est pas simplement d'avoir de la végétation, c'est d'avoir de la végétation qui sert à quelque chose. Donc particulièrement le cadre de vie,
sûr la biodiversité. Hein. Et puis ensuite, il y a d'autres thématiques qu'on aborde, notamment la qualité de l'air et particulièrement en ce moment le confort climatique. Voilà. Donc nos indicateurs sont dérivés de l'information géographique sur la végétation, mais intègrent d'autres notions, notamment des informations socio-économiques, voilà, sur la vulnérabilité des ménages, de manière à dériver des indicateurs qui soient les plus aboutis possibles et qui servent particulièrement à dégager des zones d'action prioritaires et des leviers d'action prioritaires. Voilà. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est une démarche uniquement des grandes métropoles ou est-ce qu'on commence à voir des petites collectivités qui ont cette sensibilité? Alors la modalité Green City, elle est particulièrement adaptée pour des villes urbaines, donc très minérales, urbanisées, et moins pour des territoires qui sont périurbains et ruraux. Néanmoins, il y a beaucoup de petites villes qui peuvent être intéressés par notre solution. Donc on travaille avec des départements urbains, notamment je citerai le département de la Seine-Saint-Denis qui a beaucoup porté notre solution, avec donc pas mal de collectivités dans la région parisienne, mais aussi avec des plus petites villes, non moins agréables et non moins sympathiques, comme Albi par exemple. Je citerai Albi aussi qui a été très intéressé par notre solution depuis le début. Voilà. Clément, merci beaucoup et puis bien au plaisir de se retrouver. Et donc on va suivre avec grande attention ton démarrage. Merci. Ok, je vous remercie aussi. Alors encore une édition Green Tech Innovation donc sur le salon Innopolis 2022. Donc là j'ai le plaisir de recevoir Clément Marty d'Unico France qui va nous présenter un petit peu sa solution autour de l'univers du déchet. Alors Clément, je te laisse te présenter, explique-nous un petit peu ta motivation pour arriver dans cet univers. Bonjour à tous, du coup moi je suis Clément Marty, je suis le cofondateur et le CEO de la startup Unico. Et chez Unico on développe des solutions logicielles destinées aux collecteurs de déchets. Donc les collecteurs de déchets ça va être des acteurs privés, publics, voire même associatifs, dans l'idée de faciliter toute la gestion logistique de leur activité, tout en optimisant leurs opérations sur le terrain. Donc de manière assez concrète, nous on s'est positionné sur ce secteur-là parce que collecter les déchets c'est de plus en plus complexe, avec de la traçabilité, recyclabilité, tout ce qu'on peut entendre là-dessus. Ça coûte plus cher à tout le monde. C'est pas toujours rentable. Ça coûte plus cher à tout le monde, effectivement, avec des marges qui sont assez faibles et le coût du carburant qui augmente. Et d'un point de vue réglementaire, on a une très forte pression pour que ces acteurs prennent l'ampleur de ces mutations et qu'ils amorcent des choses au niveau de leurs services. Et de manière très concrète, quand on s'est rendu dans les services, qu'ils soient publics ou privés, on a vu des tableurs Excel, des formats papier qui allaient très bien à 10 ans, mais qui aujourd'hui sont plus nécessairement suffisants. Et donc on a décidé de se positionner sur deux interfaces principales. On vend d'abord une plateforme web à destination du gestionnaire. Il faut l'imaginer comme une boîte à outils dans laquelle on va retrouver de la gestion de bacs, de l'optimisation de tournée, jusqu'à de la facturation, de la sensibilisation derrière. Et en parallèle, on n'oublie pas les chauffeurs parce qu'on leur met une petite tablette embarquée dans les camions. C'est une espèce de Waze pour les déchets qui fait de l'aide à la navigation, qui prend des photos, qui permet de garder une traçabilité derrière. D'accord. Alors on voit bien souvent, principalement en région parisienne, on voit ces containers, notamment de verre, avec des centaines et des centaines de bouteilles autour des containers parce qu'ils sont pleins. Donc dans l'optimisation des cycles de déchets, vous avez une solution qui est apportée auprès des territoires? Ouais, exactement. Donc l'enjeu c'est d'avoir du prédictif. Alors le prédictif c'est un peu l'étape au-dessus au niveau des débordements éventuels, mais déjà c'est pouvoir avoir la capacité sur le terrain de faire remonter ces aléas-là, de prendre des photos et d'ensuite communiquer de façon très ciblée au niveau des populations qui vont être touchées par ces phénomènes. Donc ça participe à garder de la traçabilité, toujours avoir du reporting efficace et être en meilleure capacité d'avoir un pilotage efficace dans le second temps. D'accord. Donc cette démarche, qui est une démarche, votre clientèle, ce sont principalement donc, les opérateurs, ceux qui maîtrisent la chaîne. Exactement. Donc à la fois collectivités, agglos ou syndicats pour les univers ruraux. Donc comment vous positionnez face à eux? C'est un abonnement sur votre plateforme et derrière des services qui sont délivrés? Exactement, c'est un abonnement. Alors on a un peu de prestation de service dans le sens où on fait de l'accompagnement pour de la replanification de tournée un petit peu plus globale, mais le cœur de notre solution c'est vraiment de l'abonnement au logiciel et aux tablettes embarquées pour permettre d'avoir quelque chose de récurrent, aussi d'avoir un service de qualité qui soit apporté à ces opérateurs et l'apporter aussi de la modernité pour valoriser leur boulot au jour le jour. Bien sûr. Alors on s'est aperçu que bien évidemment cette dynamique à partir des data ne fonctionnait pas toujours très bien. Les grands opérateurs se lançaient sur les containers, les niveaux, les degrés de remplissage des containers, sauf que le 31 décembre et le 1er janvier, on a une période où il n'y a pas de ramassage et ça peut être dramatique. Et en plus il y a le problème de sécurité, donc vous apportez un peu de prévention
préventif aussi également avec l'analyse que vous pouvez faire sur les cycles de ramassage. C'est ça, ouais. L'étape du dessus, c'est d'avoir des modèles de machine learning qui permettent d'anticiper un petit peu ces prévisions-là, mais Noël restera toujours Noël et on ne pourra jamais l'anticiper. Ouais. La vraie valeur ajoutée du système, c'est de pouvoir dire on fait du prédictif, on a de la traitement de données, on a du pilotage, mais on a aussi une grosse emprise terrain où on laisse de la liberté aux opérateurs pour pouvoir être juste plus efficaces, leur éviter de la saisie, ressaisie et du papier, et leur faire gagner du temps sur tout ça. Et déjà, ça sera beaucoup. Puis notion reporting aussi, puisqu'aujourd'hui on a de plus en plus besoin de rendre compte et Exactement. d'avoir des automatismes reporting. Clément, Exactement. merci beaucoup et puis bien, au plaisir de suivre Unico dans la Green Tech Innovation. Merci. Merci à vous. On continue toujours avec Green Tech Innovation, donc justement le lancement. Alors là, on reçoit Paul Petit d'Altereo qui va nous parler justement de ce cycle, comment on peut optimiser un peu le cycle de l'eau, le cycle de la richesse qu'est l'eau aujourd'hui. Oui. Donc, bonjour, merci. Altereo, en fait, c'est parti d'un constat simple. Nos réseaux d'eau potable fuient. Ils fuient même beaucoup puisqu'on perd en moyenne 20% de l'eau qui est injectée dans les tuyaux. Ça représente 1 milliard de mètres cubes par an. Et pour nous, en fait, c'est une situation qui n'est plus tenable ni acceptable aujourd'hui. Plus tenable, pourquoi? Parce qu'en période de sécheresse comme celle que nous traversons, les fuites sur les réseaux compromettent l'accès à l'eau des populations. On sait avec le changement climatique que les épisodes de sécheresse sont amenés à se multiplier, à s'intensifier. Et donc les fuites sur les réseaux d'eau potable doivent être considérées comme une ressource en eau à part entière. C'est plus tenable non plus en raison de la crise énergétique. L'eau potable, c'est une eau qui est produite, hein, c'est une eau qui a été pompée, traitée, distribuée. Tout ça, ça représente un coût non négligeable pour les services d'eau. Juste pour donner un ordre d'idée, si on respectait l'objectif réglementaire de 85% de rendement sur les réseaux d'eau potable, aujourd'hui on oscille plutôt autour de 80%, on économiserait déjà 460 gigawattheures par an en France, ce qui est équivalent à la consommation d'électricité de la ville de Lille. C'est ça. Donc c'est énorme. Voilà. Et c'est plus acceptable parce qu'aujourd'hui les solutions existent, finalement. On entend souvent dire qu'on n'investit pas assez dans le renouvellement des réseaux. Il faut nuancer un peu cette idée. Malgré tout, il y a 2 milliards d'euros qui sont investis chaque année. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on investit mal. C'est-à-dire que c'est pas rare, à cause d'un manque de connaissance des réseaux, de remplacer des canalisations qui sont plutôt en bon état. Donc nous, la solution qu'on a développée chez Altereo, qui s'appelle HPO, c'est une solution qui est basée sur l'intelligence artificielle et qui permet de calculer pour chaque canalisation d'un réseau d'eau potable un risque de casse. Et en fait, pour donner un exemple très concret, à Nouméa, où on a testé la solution, en identifiant les 5% de canalisations les plus à risque, on était à même d'éviter 50% des fuites. Et donc si on se fixait un objectif de renouvellement de 1% de canalisation par an, ce qui est ambitieux mais atteignable, en 5 ans, on aurait divisé les fuites par 2. On va faire un ROI rentable, on serait arrivé. Alors justement, Voilà. cette solution, elle est à partir de capteurs ou à partir de données Non, qui sont pas du issues tout. des capteurs qui sont positionnés par les opérateurs? Ça c'est intéressant, nous on ne travaille pas avec les capteurs. Finalement, on se base sur les données de canalisation. Oui. Donc on a besoin d'informations générales, donc Ce le G-Trail, matériel. par exemple. Comment? Avec ce G-Trail, des gens des grands opérateurs comme Non, la non, Croix. mais pas nécessairement. On travaille vraiment même avec des régies, enfin avec tout type de service d'eau. On a besoin de données générales, donc le matériau, la date de pause et le diamètre. D'accord. Et ensuite, on a besoin d'un historique de casse, un historique des défaillances. C'est là que ça se complique parce que souvent les services d'eau n'ont pas forcément un archivage complet des défaillances. Et là encore, pour répondre à ce problème-là, on a développé une application gratuite, très simple d'utilisation, qui permet de collecter ces données en moins d'1 minute. D'accord. Donc l'intérêt aussi, parce que là on parle de casse, on parle de mouvement de terrain bien évidemment, mais on parle aussi de travaux, puisqu'on sait que les collectivités sont organisées sous forme de silos et que celui qui a enterré la canalisation d'eau ne sait pas que 15 jours plus tard, il va y avoir celui qui va enterrer les réseaux de gaz ou les réseaux de télécom. Donc justement, est-ce que vous intégrez aussi cette multitude d'acteurs qui viennent tourner autour du réseau d'eau? Oui, bien sûr. Nous, en fait, l'idée vraiment de la solution, c'est de proposer une analyse multicritère, en fait, pour pouvoir établir un plan de renouvellement des réseaux qui correspondent aux besoins de la collectivité. Pour donner un exemple très, très concret, très rapide, avec Limoges Métropole, on a essayé de faire un plan de renouvellement avec eux qui assure la résilience de l'alimentation en eau potable face au changement climatique. Donc, on a pris en compte le risque de casse. On a aussi pris en compte la présence d'usagers sensibles. On ne peut pas se permettre d'avoir une coupure d'eau sur un hôpital ou une école. Et aussi le volume des pertes. Voilà, plus la canalisation est importante, plus une fuite représente une perte importante. Et donc on a pris tout ça pour limiter les pertes et assurer l'alimentation en eau potable pour les usagers sensibles. Alors vous positionnez avec les collectivités, mais les grands opérateurs, Veolia, Suez, ils se positionnent comment sur ce marché?
C'est une question intéressante. Eux, ils ne sont pas responsables du renouvellement des réseaux finalement. Eux, ils s'occupent de l'exploitation. Donc nous, c'est pas rare qu'on travaille avec une collectivité qui soit en délégation de service public avec Veolia par exemple. Et nous, on s'occupe de faire le renouvellement avec le service d'eau en parallèle. On travaille notamment avec le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, dont l'exploitation est gérée par Veolia. Voilà. Eh bien, Paul, merci beaucoup. Et puis, eh bien, on va continuer à suivre Altero sur les réseaux. Merci beaucoup. Alors, on continue toujours avec GreenTech Innovation. Donc là, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Noury de Nereus. Nereus, je ne l'ai pas, tu recommences. On continue toujours avec GreenTech Innovation. Donc là, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Noury de Nereus qui, justement, a une approche assez particulière sur le traitement de l'eau. Alors Guillaume, explique-nous un petit peu quelle est l'action de ton entreprise. Alors chez Nereus, on a développé une technologie pour permettre de réutiliser les eaux usées avec peu d'énergie, moins d'énergie. Alors l'enjeu des eaux usées est important vis-à-vis de la sécheresse qu'on a vécue par exemple cet été avec la raréfaction de la ressource en eau. La réutilisation des eaux usées est une perspective pour pouvoir utiliser de l'eau quand on n'en a plus. Et chez Nereus, la technologie qu'on utilise, c'est on fait de la filtration dynamique grâce à des disques en céramique. Et grâce à cette approche technologique, on arrive en consommant peu d'énergie à avoir une eau de haute qualité, sanitairement sans bactéries, sans virus, et ainsi pouvoir avoir des usages aussi bien en industrie qu'en agriculture, voire même en ville, en bâtiment, pour lutter contre les îlots de chaleur urbains en irriguant les espaces verts par exemple, ce qu'on fera normalement pour... D'accord, donc justement sur les territoires, on a cette problématique évidente, on a des industries, des entreprises qui sont plus polluantes que d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer à pré-filtrer pour pouvoir avoir un traitement moins lourd au niveau des stations de relevage ? L'enjeu surtout c'est d'avoir de l'eau là où, et utiliser l'eau là où il y a des besoins. Et si c'est en ville qu'il faut recycler et réutiliser l'eau, c'est bien là qu'il faut venir pomper les eaux usées et les filtrer comme on va le faire sur le village des athlètes pour JO 2004. Alors justement, ça se passe comment ? C'est quoi ? C'est une boîte noire dans laquelle on va avoir un système de filtration, donc j'entends céramique, donc cette partie minérale va filtrer l'eau ? C'est ça, ce sont des filtres en céramique, donc poreuses, qui va retenir les polluants, la matière en suspension, les bactéries, tout ce qui peut nous rendre malades. Et donc on va avoir une eau hygiénisée qui répond aux réglementations européennes et françaises pour les espaces verts, pour l'agriculture. Et en industrie, c'est au cahier des charges du client auquel il faut répondre. Alors votre clientèle, elle se base quoi sur les syndicats de gestion de l'eau, ce sont les opérateurs, les grands opérateurs de l'eau tels que Veolia, Suez. Alors aujourd'hui nos clients ils vont encore me faire la tête. Non, nos clients aujourd'hui ce sont surtout des industriels, c'est là où on arrive à facilement, nous on se développe le mieux. Sur les eaux usées urbaines, c'est vrai que c'est un marché public, innovant, innover c'est compliqué sur les marchés publics, il faut avoir des marchés qui s'ouvrent à ces innovations, ce n'est pas simple et on travaille à avoir des démonstrations pour rassurer, puisqu'il faut rassurer encore sur le fait que cette technologie que nous mettons depuis 10 ans quasiment sur le marché est robuste et sûre. En industrie, on a moins ce problème-là, on peut faire de la démonstration et on a beaucoup plus d'installations. Alors après c'est la certification. Pour les collectivités, un marché public, c'est très long à monter. Vous êtes quand même dans un seuil, où on parlait tout à l'heure de M. Cédric Villani qui est là, où on a porté le concept de l'expérimentation, parce que c'est quand même sur un bien public. Donc est-ce que les collectivités seraient prêtes à expérimenter ? Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec des collectivités territoriales ? Il n'est pas toujours simple de trouver la bonne personne. Alors on a la chance d'avoir sur le territoire où est basé Nereus dans le sud de la France, à côté de Montpellier, d'avoir notre communauté de communes qui croit en nous, qui nous appuie et qui va nous permettre d'avoir normalement notre premier démonstrateur dans les prochaines années, parce que ça se passe quand même en années, mais voilà, pour démontrer qu'on peut, l'enjeu c'est important, c'est de démontrer qu'on peut transformer des lagunes de traitement qui représentent des sacrées quantités d'hectares en France en réservoirs d'eau pour pouvoir irriguer l'été et nous venir produire cette eau, la stocker et la mettre à disposition l'été pour l'agriculture. Dans l'Hérault, il y a beaucoup de vignes et qui ont de plus en plus besoin d'eau. D'accord. Merci beaucoup Guillaume. Eh bien, on aura le plaisir de suivre et puis de continuer à suivre l'aventure de Nereus. Merci beaucoup. Merci. Alors GreenTech Innovation n'arrête pas de nous surprendre, on continue dans le domaine de l'eau après le retraitement des eaux usées, on va parler un peu météo avec Jade, et donc Jade qui va nous présenter son entreprise et son action sur les territoires. Alors Jade, ça se passe comment le
traitement de l'eau et la météo? Alors, bonjour Reynald. Nous, chez HDRN, on est spécialiste des mesures et des prévisions météo à très haute résolution. Je vais faire un petit contexte qui, je pense, parle à tous. C'est avec le changement climatique, on va voir apparaître des phénomènes météo, phénomènes climatiques qui vont être de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, qui vont causer beaucoup de dégâts et qui vont être de plus en plus localisés. Et donc nous, HDRN, on va permettre à tous les secteurs qui sont météo-sensibles à pouvoir être plus résilients face à ces risques climatiques en leur fournissant de la donnée météo qui soit fiable et qui soit de qualité et précise. Donc alors, vous ne pressez pas des grenouilles dans votre PC, donc vous partez à partir de données, donc ce sont des données publiques, des données privées, des données localisées? Ce sont nos propres données, en fait, on construit nos propres capteurs que l'on va installer en réseau sur le territoire et c'est grâce à ce réseau de capteurs avec qu'on va disposer, on va avoir un maillage assez fin sur le territoire et on va récupérer les données via nos capteurs. Donc la donnée nous appartient, c'est nous qui la traitons, c'est nous qui la récupérons et on la redistribuer. Donc votre clientèle, c'est principalement les collectivités ou les grands opérateurs comme les assureurs qui sont très sensibles sur le sujet? Exactement, il y a beaucoup de secteurs qui sont météo-sensibles, comme l'a dit, les assureurs, les collectivités, on travaille beaucoup avec les pompiers, donc la sécurité publique, forcément, oui, les agriculteurs, les infrastructures, il y a beaucoup de domaines qui sont très sensibles à la météo et à ce qui se passe. Alors votre modèle économique, donc vous allez implanter des capteurs, donc météorologie, pluviométrie, sur le vent, etc. Et ensuite vous récupérez la donnée et ensuite vous en faites une modélisation, une projection. Exactement, donc nous on donne accès à la donnée sous forme d'abonnement mensuel via une application. Donc vous faites uniquement la mise à disposition des données ou vous donnez le modèle qui permet de construire à partir des données le résultat pour un territoire? Non, nous on donne juste la donnée, l'information météo, donc les données de précipitation, on peut voir les cumuls de pluie, la pluie en temps réel, des données de température, pression, humidité. Voilà, on donne de la donnée qui soit directement exploitable. Après pour les modèles, ça c'est nous qui nous en chargeons. D'accord. Merci beaucoup Jade. Eh bien, on va continuer à suivre avec grande attention le sujet de la météo. Merci beaucoup. On continue toujours avec Green Tech Innovation et là on va parler moustique avec Adrien Le Rouxel, donc Kista. Alors aujourd'hui, c'est quoi le rôle? Parce qu'on s'inquiète tous, on est tous embêtés avec les moustiques. Alors c'est vrai que le moustique est un élément, un indicateur de l'écosystème très important. Alors comment se positionne Kista? Alors Kista a développé une technologie qu'on appelle la Smart BAM, qui permet justement de proposer une alternative complémentaire aux méthodes de démoustication traditionnelles, bien souvent très gourmandes en pesticides. Donc on a développé un produit qui permet d'être sélectif, qui va aller attirer uniquement le moustique femelle, de par un principe de biomimétisme, c'est-à-dire que la borne va imiter la respiration humaine pour attirer le moustique en étant placé à un endroit stratégique par rapport au lieu de vie essentiel à protéger. Alors c'est vrai qu'avec les variations climatiques que l'on subit ces dernières années, c'est un phénomène qu'on voit soit de manière intense, soit de manière complètement disparue. Est-ce que c'est une solution qui a une portabilité? Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que l'hôtellerie plein air, comme l'hôtellerie traditionnelle ou les restaurants de terrasse sont hyper sensibles. Donc votre technologie, c'est une technologie qui peut se mettre dans des milieux relativement fermés? Alors la technologie permet justement, on a différents produits qui permettent de s'insérer absolument partout. On a deux modèles qui vont avoir la même efficacité, mais un modèle va être pour des environnements dits sécurisés, donc c'est la Smart BAM classique, et on va voir la Smart BAM urbaine, qui elle va s'adapter complètement dans un environnement urbain, qui est conçu pour faire face à toutes les contraintes qu'on peut avoir de la voie publique finalement, tout ce qui est acte de vandalisme, etc. La grosse particularité pour les collectivités, c'est que l'appareil est connecté, ce qui permet de mettre en place des notions de surveillance entomologique et du coup de coupler notre solution avec les solutions dites plus traditionnelles pour une utilisation plus raisonnée. C'est-à-dire que grâce à l'application, on va pouvoir anticiper les émergences de moustiques et du coup localiser de façon vraiment précise les endroits où on va peut-être mettre du pesticide, mais au moins ça va permettre de raisonner cette consommation-là et de l'optimiser. D'accord. Donc on parle là de la génération d'une cartographie qui va permettre d'avoir un outil décisionnel avec une traçabilité dans le temps pour savoir quels sont les flux. Parce qu'on sait que le moustique c'est attiré par l'eau, bien évidemment. Exactement, l'eau stagnante. C'est là qu'il va se développer, tout à fait. C'est là où on va se développer, mais pas que. Parce qu'il bouge, un moustique ça bouge quand même de manière importante. Alors votre solution, c'est une solution qui est un traitement à base chimique, à base, j'ai compris, c'était une simulation sonore. Non perceptible.
Non, alors en fait, quand je parlais de biomimétisme tout à l'heure, on va utiliser les 2 facteurs qui font que le moustique va être attiré par l'humain pour venir le piquer, à savoir la respiration et l'odeur corporelle. Donc dans la borne est insérée une bouteille de CO2 issue de l'industrie agroalimentaire et recyclée, ainsi qu'un leurre olfactif qui va permettre d'attirer le moustique avant qu'il ne vienne vous piquer, vous ou moi. Eh bien, je crois que ça laisse beaucoup d'espoir à tous ceux qui se sont fait piquer cette année avec ces changements et qu'aujourd'hui c'est un sujet très important. Donc c'est votre clientèle, bien sûr, je l'ai compris, au niveau du privé, l'acteur privé bien sûr. Qui est en réceptif, mais les collectivités également. Alors là, on a les collectivités, les professionnels du tourisme. On a actuellement sur le territoire national plus de 80 collectivités. On est installé dans 18 pays et on approche des 10 000 bornes vendues partout dans le monde. D'accord. Une technologie française. Tout à fait, tout est fait. Cocorico quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Important. Et donc, quel est l'accompagnement quel est le bénéfice d'être dans Green Tech Innovation pour vous aujourd'hui? C'est d'être là justement aujourd'hui, ouais, bien sûr, et c'est d'avoir des bonnes mises en relation et d'avoir un accompagnement et un suivi qui est très très régulier. Eh bien, merci Adrien. Eh bien, on va suivre très vite le moustique numérique. Merci. Alors, toujours en continuité du salon Innopolis 2022 avec la Green Tech Innovation. Donc là, j'ai le plaisir de recevoir Simon qui représente l'entreprise Weaver et qui va nous parler donc justement de la mobilité. La mobilité est un sujet d'actualité. Alors Simon, explique-nous un peu ton modèle. Ok. Alors Weaver, en fait, on a créé depuis 2017 une plateforme participative de pilotage des mobilités. Alors on est référencé d'ailleurs à l'UGAP, un point important, puisque ça nous permet justement de travailler après avec n'importe quel acteur public de manière très rapide. Et on a donc développé une plateforme. L'idée même dans celle-ci, c'est de redonner en fait du pouvoir à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'un citoyen en fait d'un territoire, un salarié par exemple d'une entreprise, il puisse s'exprimer en fait à travers un diagnostic mobilité individuel. En moins de 5 minutes, il puisse exprimer ses besoins, ses contraintes, ses pénibilités qu'il peut avoir par mode de transport. Et ensuite, on a tout un système en fait d'algorithmes de mobilité qu'on a pu développer qui permet de traiter la donnée, d'avoir s'afficher dans un tableau de bord. Donc les équipes mobilité, que ce soit par exemple d'une AOM, d'une entreprise, des acteurs fonciers, ils vont avoir ce tableau de bord sous les yeux, tous les résultats sous forme de graphiques, de cartes, qui va leur permettre après directement de prendre des décisions. Alors, on parle beaucoup du multimodal, donc justement aussi faire cohabiter Paris étant l'exemple, faire cohabiter entre les trottinettes, les vélos, les taxis, les bus et les voitures, c'est jamais quelque chose de très simple. Donc est-ce que vous intervenez uniquement sur la modélisation ou aussi sur la préconisation? Sur la préconisation, bien sûr, on part d'un diagnostic, mais ensuite le but c'est vraiment de déployer un plan d'action. Donc on est là justement, on a un chargé de compte dédié à chaque fois pour l'ensemble de nos clients qui permet justement ensuite de lancer des préconisations et d'accompagner après nos clients jusqu'à la mise en place des solutions. Et ensuite, une fois que les solutions sont mises en place, même de pouvoir tester les solutions pour les personnes et de pouvoir noter ensuite les solutions. Donc c'est justement l'intérêt pour la collectivité, on le voit très bien, pour désengorger les villes, pour éviter les voitures tampons, éviter ces zones de mobilité. Aujourd'hui, il existe beaucoup de solutions qui sont souvent des solutions d'infrastructure. Donc là, vous basez sur le concept de citoyenneté, c'est-à-dire sur du déclaratif. Donc il faut être connu, donc il faut pouvoir avoir ce qu'on appelle un ARPU, une connaissance client, qui vous accompagne dans ces projets déclaratifs. Les entreprises? Alors les entreprises entre autres, effectivement. Après nous on travaille avec, on a un client historique qui est la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, avec qui on travaille depuis plus de 4 ans, et puis on travaille aussi avec des grandes métropoles comme Bordeaux, Strasbourg, avec qui justement on est fiers de travailler. Et c'est des personnes, effectivement, c'est des acteurs qui vont après relayer, notamment auprès des entreprises, toute la communication qu'on peut faire pour toucher aussi bien justement que ce soit les citoyens ou les salariés après d'un territoire. D'accord. Donc là on est bien sur le déclaratif citoyen, l'usager. Et ça permet de faire des modélisations sur la création de voies douces, sur la création de services à valeur ajoutée en termes de mobilité. Exactement, ça peut être des optimisations de restructuration de réseaux de transport. On a travaillé notamment avec Paris-Saclay sur de l'optimisation d'un réseau de bus. Donc on va faire des préconisations aussi sur des trajets de navettes, sur du TAD. Ça peut être également sur effectivement des infrastructures cyclables. Donc différentes choses peuvent être proposées effectivement. Sujet très intéressant, donc c'est là où on prend toute la dimension, la notion de ville intelligente, où c'est bien des usages qui sont développés et non plus des moyens technologiques. Et Simon, merci beaucoup, et puis on va suivre de très grande attention Weaver. Merci à vous. Alors, dernière édition donc, de
Green Tech Innovation. Alors là, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Loire de Telux, qui lui a une activité dans le domaine du retraitement, en fait, ou tout au moins du suivi des sols, et donc ce suivi des sols pour des propriétaires fonciers. Alors justement, Maxime, ça se passe comment? Alors explique-nous un petit peu quelle est ta démarche et comment tu approches les territoires et ta vision de cette dépollution des sols. Eh bien, l'objectif, c'est de connaître les grands projets de dépollution des sites et sols pollués, surtout les projets de revalorisation des friches industrielles. Aujourd'hui, on a des enjeux nationaux qui sont sur le zéro artificialisation nette. Et donc, pour pouvoir mener les nouveaux projets d'aménagement, on doit les mener sur des sites qui ont déjà été utilisés, qui sont pollués. Pour pouvoir mener à bien ces projets, il faut dépolluer correctement. Pour pouvoir dépolluer correctement, il faut connaître en détail ce qu'il y a dans le sol. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit, donc on était dans l'ère de l'industrialisation, on a eu des grands sites qui sont construits dans des conditions qui ne sont pas toujours très favorables, des unités de production qui ont eu une activité parfois en cœur de ville très complexe. Donc dépolluer un site, c'est bien le connaître pour aussi évacuer, traiter et préacheminer l'ensemble de ce que l'on va récupérer comme nature polluante. Alors comment vous intervenez? Vous intervenez en termes de sondage géologique, de conseils. Alors quelle est votre démarche auprès d'un acteur qui souhaite avoir une analyse de son territoire? Alors nous, on a développé un outil d'analyse en temps réel. Donc l'objectif, c'est de pouvoir donner de l'information tout de suite, sur site, à nos clients. Donc les clients actuellement sont plutôt des collectivités ou des grands industriels du secteur de l'énergie. Et demain, on veut travailler avec tout le monde dans le secteur, donc les bureaux d'études, les entreprises de dépollution, les centres de traitement de terres polluées. Et donc ce qu'on donne, c'est de l'information à notre client de deux manières. Soit on fait un diagnostic de sol, donc le client lui veut juste un rapport. On peut faire le forage avec nos partenaires, le carottage. On récupère les carottes, on les fait passer sous notre caméra. Et donc nous, on va récupérer les informations qu'on va pouvoir donner à notre client en fonction des informations qu'on recherche. Par exemple, les polluants, type hydrocarbures, ou la lithologie du sol, la granulométrie. Et donc on définit avec notre client toutes les caractéristiques qu'on doit aller chercher et on va lui présenter un rapport avec ces caractéristiques. On peut faire une cartographie 3D du terrain s'il le veut. Donc là, on est en phase d'étude, mais on peut aussi apporter notre technologie d'analyse à nos clients en phase de travaux. L'objectif, c'est de pouvoir faire des analyses de sol en temps réel pour optimiser les tri de terre et donc réduire les volumes de terre polluées, optimiser les volumes de matériaux qu'on va pouvoir valoriser. Bien sûr. Et puis l'évacuation, puisque lorsqu'on est dans des friches urbaines qui étaient bien souvent en cœur de ville, on sait que l'historique remonte à peine 20 ans, 25 ans sur le suivi, la traçabilité donc, de la nature des sols. Donc on peut toujours aller au travers de découvertes. Et ces découvertes peuvent coûter très très cher à un opérateur foncier, puisque ça peut bloquer un territoire. J'ai le cas sur Angers d'une usine qui est partie et qui faisait des téléviseurs et qui vidait tout le mercure dans le sol, avec bien sûr des toitures qui sont relativement dangereuses à manipuler du fait de la nature même. Donc aujourd'hui, vous, votre métier sur l'analyse du territoire, l'analyse du terrain, c'est véritablement de rassurer, mais est-ce que vous accompagnez également sur l'évacuation, c'est-à-dire le traitement sur un circuit court de ces déchets? Alors nous, ce qu'on va faire, c'est optimiser les volumes de terre polluées pour limiter les volumes de terre qui sont envoyés en filière. Parce que le coût, c'est d'envoyer des volumes en filière. Alors envoyer toute la terre, parce qu'on n'est pas sûr s'il y a de la pollution ou pas dedans, c'est un coût énorme. Nous, ce qu'on va dire, c'est cette terre-là, elle est très polluée, celle-là moyennement polluée, celle-là pas polluée. Donc c'est pour pouvoir optimiser les volumes de terre qui sont envoyés en filière. Donc une optimisation toujours dans une démarche un peu sécuritaire de l'environnement. Maxime, merci beaucoup et je crois qu'on va suivre de très près Telux parce que c'est un vrai sujet d'actualité sur le développement urbain, surtout avec les grands travaux de Paris où là on va de découverte avec les Jeux Olympiques qui arrivent très prochainement. Merci beaucoup Maxime. Merci. Alors dans la continuité de l'offre de service Green Tech Innovation sur ce salon Innopolis 2022, j'ai le plaisir de recevoir Cécile donc de la société Loït qui va nous parler un petit peu de la gestion tertiaire, la gestion des bâtiments. Alors vas-y, explique-nous un petit peu, c'est quoi Loït? Bien sûr, tout à fait. Merci de me recevoir. Donc moi, je suis Cécile Postiferi, responsable communication au sein de Loït. Donc Loït, c'est une PME innovante créée en 2020 qui aide et accompagne les directions privées et publiques dans leur stratégie d'investissement pour réduire les économies d'énergie de leurs bâtiments tertiaires. Donc on est vraiment sur le secteur tertiaire à proprement parler. On a vraiment des objectifs, un volet à la fois réglementaire qui est un accompagnement sur le décret tertiaire avec nos clients. On a un enjeu sociétal et on a un enjeu économique. Voilà. Donc nous, on aborde vraiment ces trois aspects-là. Et je dirais que le premier pas d'entrée Loït, c'est l'audit énergétique. Donc ce qui se passe, c'est qu'on réalise un audit en distanciel qui nous permet en fait un gain de temps considérable par rapport à un audit terrain classique. Voilà, donc une fois que l'audit est réalisé, on fait un rapport d'audit
qui permet entre guillemets de passer au second palier. Alors je reviens juste sur l'audit énergétique. À la fin de cet audit, ça permet surtout de bien comprendre le parc de bâtiments que la personne... L'inventaire patrimonial, en fait, tout à fait. Collectivité, oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc ça permet de savoir un petit peu dans les grandes lignes comment fonctionne le parc tertiaire de chaque collectivité, par exemple. Et donc en fonction de ça, on propose différents scénarios possibles. En fonction des objectifs à atteindre et en fonction aussi potentiellement des budgets qui sont... Sur des moyens financiers, bien sûr. Tout à fait. Parce qu'il y a des sujets, on parle donc des bâtiments publics, ce sont des bâtiments qui sont pour la plupart anciens, qui sont relativement énergivores, qui ont un taux de fréquentation qui n'est pas forcément toujours très linéaire. Donc la difficulté justement, c'est de délivrer de l'éclairage, du chauffage. Alors on en parle beaucoup de communication, mais tout n'est pas à rénover, puisqu'il y a parfois des modèles qui ne sont pas adaptés. C'est peut-être là, dans cet audit, où vous intervenez. Voilà, c'est ça. Nous, en fait, la première couche de l'audit, c'est vraiment pour bien comprendre un état des lieux, tout simplement, de ce qui se passe et voir en fait ce qui est possible de faire sur le court, le moyen et le long terme pour justement optimiser le plus possible le budget de chaque collectivité, tout à fait. Alors oui, on parlait donc des collectivités, on parlait aussi du privé, donc des opérateurs. Tout à fait. Bien sûr, les grands groupes qui ont des bâtiments, qui ont des locaux tertiaires. C'est en effet sur l'aspect réglementaire, donc c'est plutôt sur le volet décret tertiaire. Donc on accompagne également nos clients au décret tertiaire. Il faut savoir que le décret tertiaire, c'est issu de la loi Elan, qui est en fait une obligation du gouvernement qui est de réduire les consommations d'énergie palier par palier. C'est quand même des objectifs assez ambitieux puisque en 2030 on doit atteindre au moins 40% d'économie. Voilà, tout à fait. 2040 moins 50 et 2050 moins 60%. Oui, voilà. Avec le réchauffement climatique, vous allez me dire on va gagner un peu sur le chauffage, mais justement le réchauffement climatique est aussi un souci puisque si on doit rafraîchir un local, c'est de l'énergie. Donc vous êtes aussi impliqué dans votre audit sur l'environnement de chaque territoire, c'est-à-dire son exposition en termes thermiques dans le sud et à Dunkerque, pas forcément les mêmes tout à fait, ça y problématiques. joue. C'est pour ça après que nous on propose des scénarios en fonction de plein de facteurs. Et à partir de ces scénarios justement, on peut créer un plan d'action et un PPI, donc un plan pluriannuel d'investissement. Ce qui va permettre en fait de voir sur le court, moyen, long terme tous les travaux possibles et surtout le ROI dans le temps et voir ce qui est faisable et non. Et vraiment nous on est vraiment sur une approche globale. Voilà, donc c'est-à-dire bien connaître, comprendre, proposer. Et après, il y a un suivi dans le temps. Nous, on a un outil dynamique qui permet en fait de modifier à tout moment l'audit qui répercute sur le scénario et sur le résultat des objectifs. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc nous, on est là vraiment pour sensibiliser aussi au travers de notre outil, notre solution, qu'on développe en full SaaS. Full SaaS, oui, d'accord. Donc alors comment ça se passe? Je suis une collectivité, j'hésite entre un plan CPE, un plan de dynamisation, mon plan d'investissement. Je sais que le politique est souvent soumis à des effets de communication. Aujourd'hui, l'énergie est un point sensible. Donc aujourd'hui, je suis une collectivité de 4 000, 10 000, 15 000, 20 000 habitants. Il n'y a pas d'effet de seuil. Vous pouvez adresser n'importe quelle collectivité? Oui, tout à fait. C'est vraiment n'importe quelle collectivité qui est aussi assujettie au décret tertiaire. Bien sûr. Mais pas que. Pour la vision globale, justement, ce que j'expliquais précédemment. Mais tout à fait, en fait, on a un large panel de collectivités. Ça peut aller d'un bâtiment, parce qu'il est justement assujetti, à un parc de 500 bâtiments, 1000 bâtiments. C'est très, Eh bien, merci beaucoup Cécile. Eh bien, je crois qu'on va retrouver dans la boucle complète de GreenTech Innovation votre pitch et puis représenter l'entreprise. On aura plaisir à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours dans la continuité de GreenTech Innovation, donc là j'ai le plaisir de recevoir Marjorie de l'entreprise Lixo qui va nous parler en fait d'IA, de l'intelligence dans les déchets. Il y a de l'intelligence dans le déchet ou tout au moins dans un circuit RSE. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet et de l'entreprise? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc Lixo, c'est une start-up que j'ai cofondée il y a 2 ans et demi et qui a pour but d'apporter des données intelligentes à l'industrie de la gestion et la valorisation des déchets.
Le but ultime, c'est de faire en sorte que les matières premières recyclées puissent concurrencer à la fois en termes de prix et surtout en termes de qualité les matières premières vierges. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour plein de raisons, parce que la collecte est très très peu monitorée, parce que le tri est globalement assez inefficace et parce que, in fine, du coup, on se retrouve avec des filières de recyclage qui ont du mal à être compétitives. Nous, en apportant des données en temps réel, en continu, à tous les acteurs de cette chaîne-là, donc en fait en analysant des flux de déchets pour savoir extrêmement précisément de quoi ils sont constitués, on est capable d'aider les acteurs à augmenter leur efficacité opérationnelle, de manière générale, à augmenter la traçabilité. Alors là, on se positionne sur des collectivités principalement qui ont une problématique, qui sont dans le cadre de marchés de DSP ou de marchés d'asservissement avec le point. Donc comment on analyse la typologie des déchets? On est sur du déchet ménager, du déchet industriel, du déchet du bâtiment. Donc quel type de déchets on valorise? Alors il y a une différence entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fera demain. Dans ce qu'on fait aujourd'hui, l'IXO travaille sur les déchets ménagers, plus particulièrement ce qu'on appelle les flux de collecte sélective, donc les flux d'emballage dans les poubelles jaunes. Les biodéchets, qui sont une filière qui se démocratise et qui se développe, y compris en collecte en porte-à-porte. Et puis les ordures ménagères résiduelles, dont on peut faire plein de choses, y compris du combustible solide de récupération. Donc aujourd'hui, on travaille sur ces trois types de déchets-là, mais on a évidemment vocation à se développer à moyen terme sur des filières plus spécifiques, biodéchets à l'échelle industrielle, mais vous l'avez mentionné, les déchets de la déconstruction, les déchets électroniques, etc. etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que le traitement des déchets, c'est une action qui est prise en charge. La génération des milléniums, dont j'ai échappé depuis très longtemps, mais qui concerne mes enfants, est beaucoup plus sensible à cette notion. Mais on sait aussi que la valorisation des déchets ne peut être qu'une activité soutenue, soit par de l'emploi de ressources au travers d'une dimension sociale ou d'une subvention. Donc est-ce qu'il y a une vraie valorisation dans le déchet ménager aujourd'hui? Alors, c'est évidemment une très très bonne question et en fait, je pense qu'on est dans un monde en transition. Depuis toujours, le déchet était à un coût et qui était supporté par la collectivité. Le monde change, notamment avec le prix des ressources vierges qui augmente. Quand on parle d'augmentation du prix du pétrole, certes, c'est pour le carburant à la pompe, mais c'est aussi pour le plastique. Même chose pour l'augmentation du prix du bois qui a un impact sur le papier, etc. etc. Et donc en fait, la compétitivité de ces matières est liée, enfin des matières premières recyclées, est liée intimement au prix des matières premières vierges. Et donc oui, le soutien reste une part assez importante de l'équilibre économique, mais c'est pas le seul et c'est de moins en moins le seul. Alors en continuité, donc la Green Tech Innovation au Salon Innopolis 2022. Alors j'ai le plaisir de recevoir Nicolas de Kermap qui va nous expliquer un petit peu la fonction et le rôle de Kermap au travers de ton activité. Alors nous c'est facile, Kermap ce que l'on fait, c'est qu'on fait du suivi de territoire. Donc on analyse pour les collectivités locales, au niveau agricole et urbain, la végétation urbaine, les parcelles agricoles à partir de l'image, donc les photographies aériennes ou les images satellites. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de refaire un dispatching, de faire une analyse, aller un peu plus loin en termes d'audit? Il y a plusieurs cas, c'est du diagnostic, donc une collectivité locale veut mettre en place un plan canopé, ils ne connaissent pas la végétation urbaine sur l'ensemble de leur territoire. Nous on est capable d'extraire cette information, de la mettre en valeur et de pousser une analyse. Ça peut être pour les territoires agricoles, faire du suivi de leurs parcelles, comprendre les pratiques et également de leur fournir ça via une API, une solution clé en main. D'accord, aujourd'hui on voit dans l'agriculture connectée, donc ce qu'on appelle l'agriculture intelligente, l'agriculture numérique, on voit qu'aujourd'hui tout est piloté par ordinateur sur les zones parcellaires. Donc est-ce que vous fournissez les plans de ces différentes parcelles? Exactement. En fait, on est capable de fournir les limites de parcelles de l'année en cours et plus intéressant de pouvoir comprendre ce qui se passe sur la parcelle tout au long de la vie de la plante, de la culture. Donc quand vous parlez de vie de culture, c'est globalement vous accompagnez les différentes friches agricoles qui ont été lancées, le renouvellement de type de culture, typologie. Donc vous êtes capable d'analyser à partir de photos le type de culture d'un champ? On est capable d'identifier le type de culture majoritaire, les intercultures, de donner des informations sur la biomasse découverte, sur la durée de couverture, des éléments essentiels pour des aménageurs, comme Haute-Paris avec qui on travaille pour comprendre ce qui se passe sur les bassins versants et améliorer les pratiques agroécologiques sur ces territoires-là. D'accord, donc principalement des collectivités qui vont être demandeurs de connaître un peu leur environnement, leur urbanisation et savoir aussi pouvoir comment développer au niveau de leur PLU leur accès sur ces territoires agricoles.
il y a les collectivités locales, mais pas que. On travaille aussi pour le ministère de l'Agriculture, donc à une échelon national. On travaille pour des aménageurs comme Haute-Paris, mais également avec des privés, comme des multinationales, comme Nestlé ou McCain, qui ont également des sujets agricoles au niveau de leur entreprise. Merci beaucoup. Eh bien, écoute Nicolas, on se retrouve, on va suivre Kermap et on va retrouver donc le site Kermap sur l'interview qui va suivre. Merci beaucoup.